Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Dans l'actualité de ce mercredi 20 novembre 2019, sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce midi une audience à une délégation d'investisseurs angolais conduite par le président du conseil d'administration de Boavida, M. Thomas Dobor. L'ouverture prochaine au Tchad d'une banque angolaise a constitué l'essentiel des discussions. Le point avec Nasson Ouditi. 3 semaines après la première entrevue avec le président de la République Idriss Déby Itno, le président du conseil d'administration du groupe Boavida, Thomas Dobor, revient sur ses pas. Le groupe qu'il dirige entend investir au Tchad dans plusieurs domaines. Pour l'instant, Boavida est attiré par deux secteurs que sont les finances et l'agriculture. Si à la première rencontre, Thomas Dobor était venu déclarer au chef de l'État Idriss Déby Itno ses intentions, ce mercredi 20 novembre, il est revenu lui faire part des avancées administratives de l'ouverture d'une banque angolaise en N'Djamena. L'ouverture d'une banque angolaise au Tchad permettra de diversifier cette coopération sud-sud que le chef de l'État Idriss Déby Itno et son homologue angolais, João Lourenço, s'évertuent de maintenir au summum pour le grand bénéfice des deux peuples frères et amis. L'ouverture prochaine d'une banque angolaise au Tchad, selon le président du conseil d'administration du groupe Boavida, s'inscrit également dans l'esprit de la zone de libre-échange continentale actée au sortir du dernier sommet de l'Union africaine tenu à Niamey, au Niger. La conférence des ambassadeurs édition 2019 ouverte hier par le chef de l'État Idriss Déby Itno est à son deuxième jour. À ce sujet, notre reporter Damgueline Joël a tendu son micro à quelques diplomates pour recueillir leurs impressions relatives aux orientations du chef de l'État par rapport à la redynamisation de l'outil diplomatique pour le développement du Tchad. Suivez. Les thèmes que nous avons abordés sont des thèmes tous aussi importants les uns que les autres. Et il faut aussi comprendre que ça fait exactement 20 ans que nous n'avons pas eu ce type de conférence. Il faut aussi se dire que pendant ces 20 dernières années, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et donc, nous ne pouvons pas aller vers, j'allais dire, réforme, peut-être pas, parce que c'est vous qui avez utilisé ce mot, mais en tout cas, la dynamisation ou la redynamisation de notre outil diplomatique, tel que le titre même de la conférence le dit, nous allons très certainement sortir avec pas une stratégie mais plusieurs stratégies. Ce qui est important, c'est que nous avons mis l'accent sur la nécessité d'arrimer notre diplomatie au développement de notre pays. Je voudrais d'abord, de prime abord, remercier le président de la République, chef de l'État, et également le ministre, pour la mise en place de cette conférence des ambassadeurs. Je dirais même qu'il était temps. Il faut se rappeler que ça fait plus de 19 ans qu'on n'a pas tenu une conférence d'ambassadeurs. Je pense que c'est une chose qui devrait être assez récurrente normalement chaque 2-3 ans. Mais il ne faut pas oublier que pendant ces 19 ans-là, le fardeau de la diplomatie tchadienne a été laissé à seul. C'est un point de vue assez subjectif au chef de l'État. Je le sais pour avoir travaillé avec le président de la République, au cabinet civil également. Je pense qu'il est temps que les ambassadeurs prennent leur responsabilité, qui est de faire de la promotion, en quelque sorte. Si je peux utiliser en 2 mots, un ambassadeur, c'est un agent publicitaire pour son pays, et également un messager. Alors, cette rencontre, elle a 2 buts. Faire l'inventaire de ce qui a été fait, et qui n'a pas été fait surtout, et prendre les orientations qui ont été mises sur place par le chef de l'État, les grandes lignes, les subdiviser dans des lignes de développement très précises, aller vers une diplomatie que je qualifierais d'une géopolitique stratégique, c'est-à-dire une diplomatie qui est bien définie dans des zones qui sont bien définies. On doit non seulement faire des relations avec des pays frères, des pays amis, des pays également, mais que ce soit orienté par des intérêts et ce qu'on peut apporter de ces pays-là. Au-delà également des pays, aujourd'hui la diplomatie ne se limite pas d'un pays à un autre pays, mais également d'un pays vers des organisations internationales qui ont attrait
à l'économie, à l'environnement et aussi au sécuritaire. Vous n'êtes pas sans oublier que nous occupons, du moins un Tchadien occupe le plus grand poste au niveau de l'Union africaine. Ce fut l'effort, je pense, du chef de l'État. Nous avons suivi cela de bout en bout. Et nous sommes également présents dans d'autres structures, et organismes et organisations internationales au plus haut niveau. Le président de la République a donné vraiment des orientations précises pour dire à tous les diplomates réfléchissez pour vraiment que la diplomatie tchadienne travaille en faveur du développement du Tchad et dans notre vision future. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y avait des interventions très pertinentes, des exposés qui sont vraiment pointus. Et je pense que c'est une occasion pour moi, non seulement d'apporter ma contribution, mais aussi d'apprendre de nouvelles orientations qui me permettraient de mieux, même si je suis dans une structure sous-régionale, je ne suis pas un ambassadeur, mais en tant que responsable d'une institution sous-régionale, aussi je dois faire tout pour rehausser la diplomatie tchadienne. Les orientations du chef de l'État sont des orientations, c'est ce qu'on peut considérer comme les bréviaires de tout diplomate. Tout diplomate en poste à l'étranger a d'abord à cœur de travailler pour son pays, conformément aux orientations bien entendu du président de la République qui impulse la diplomatie du pays. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que se tient cette conférence des ambassadeurs, comme vous le savez, qui ne s'est pas tenue il y a 2 décennies. Et donc il était urgent pour le chef de l'État, en tant que chef de la diplomatie, de réunir les ambassadeurs, de redéfinir à nouveau les principales orientations pour que, une fois de retour, les uns et les autres sachent effectivement à quoi s'en tenir, les uns et les autres puissent travailler effectivement pour le développement socio-économique du Tchad. La 3e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été officiellement lancée ce matin. Le thème retenu cette année est l'entrepreneuriat inclusif pour un développement intégré, profitable à toutes les couches sociales. Les assises de ce premier jour ont vu la présence du ministre secrétaire adjoint à la présidence de la République, Hissène Ibrahim Taha, et de la ministre du Commerce, Ashta Dibrinsi. Funaïda Dramon-Josiane. Ces jeunes entrepreneurs tchadiens célèbrent la 3e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une édition placée sous le thème « L'entrepreneuriat inclusif pour un développement intégré profitable à toutes les couches sociales ». L'objectif est d'accroître l'économie tchadienne. Pour Bertrand Soré, ambassadeur de l'Union européenne, le Tchad dispose d'un potentiel de développement et de diversification économique très importante. Ce potentiel est à même de lui permettre de devenir un leader régional dans plusieurs filières. Pour ce faire, plusieurs réformes s'imposent pour améliorer le climat des affaires afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Bertrand Soré de réaffirmer son soutien aux côtés du gouvernement tchadien. Selon Edwidge Adekambi Domingo, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, le Tchad a été salué lors de la 25e conférence sur la population et le développement tenue au Caire pour son engagement dans l'accélération de promotion de l'entrepreneuriat. Le Tchad regorge de potentialités, mais il nous est très agréable de savoir les jeunes qui constituent la force et l'exploit du chef de l'État de créer leur entreprise pour relever les défis socio-économiques auxquels fait face notre pays, souligne Ashta Dibrin Si, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Je suis persuadée qu'avec la détermination qui vous anime, avec l'accompagnement de notre département, et surtout avec la confiance
et le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous réussirez à relever tous ces défis. Savoir se prendre en charge est plus important que tout. Car ne dit-on pas qu'il vaille mieux apprendre à pêcher à l'enfant que de lui donner du poisson? Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar, a officiellement lancé ce matin à l'université Roi Faisal une série de formations pour une durée de 5 jours. Ces formations en faveur du corps professoral, des responsables des affaires académiques et des hommes de médias sont relatives au système LMD et au rôle des hommes de médias dans le développement communautaire. Mahamata Oumar Moussal. L'université Roi Faisal renforce les compétences des 80 enseignants, chercheurs et des hommes des médias de la capitale. La première phase de cette formation, qui concerne 40 responsables des affaires académiques et corps professoral, est axée sur l'application du système LMD, licence, master, doctorat. Celle au profit des 40 journalistes est relative au rôle des médias dans le développement communautaire du pays. L'objectif recherché est d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'assurer en toute objectivité la couverture médiatique. Il est sans doute qu'une telle formation aboutira à la réalisation des objectifs nobles pour lesquels l'université Roi Faisal fut créée. La réussite de chaque organisation ou de tout pays se reposera sur la capacité de ces ressources humaines qui va servir hautement les pays. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la formation des hommes des médias et des enseignants préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités du pays. Le choix de cette thématique s'inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement en matière de développement en général et celle de l'éducation en particulier et plus précisément celle de l'enseignement supérieur qui a bénéficié des moyens conséquents depuis une dizaine d'années pour permettre de dispenser dans nos établissements d'enseignement supérieur une formation de qualité. Pour le recteur de l'université Roi Faisal, Abdallah Bahid, ces deux formations sont financées par le Fonds arabe d'assistance technique pour les pays africains. Durant 5 jours, les participants auront à se familiariser aux techniques innovantes basées sur l'enseignement moderne et les outils de communication pour apporter un plus dans l'exercice de leur métier. 6 véhicules tout-terrain ont été remis hier à l'Agence nationale de lutte anti-acridienne par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à travers un protocole d'accord entre le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles et la Commission FAO de lutte contre les criquets. La dite cérémonie est présidée par la ministre de l'Aménagement du territoire en présence du représentant de la FAO, Falambi Soulgan. Ce protocole d'accord signé entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le gouvernement à travers le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles vise à mettre en œuvre l'outil opérationnel de coopération régionale qui assurera et renforcera les activités de prospection et de lutte préventive contre les criquets pèlerins dans la région occidentale, à savoir le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le secrétaire exécutif de la commission FAO de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale, Oumouni Mohamed Lamine, ces véhicules permettront à l'Agence nationale de lutte anti-acridienne de faire face efficacement contre les criquets pèlerins au Tchad. Pour le représentant de la FAO au Tchad, cet accord est la concrétisation d'une initiative lancée il y a une année. Le pays, on nous le dit souvent, est confronté à des problèmes d'insécurité alimentaire, de malnutrition. Mais il y a derrière ces réalités des causes profondes qui en sont à l'origine. Et parmi ces causes, naturellement, il y a le criquet pèlerin et tout ce qui est facteur de déperdition. La ministre de l'Aménagement du territoire, représentant son collègue en charge de l'agriculture, toutes les dispositions sont prises pour l'atteinte des objectifs fixés. Le Tchad héberge non seulement des aires de survie et reproduction du criquet pèlerin, mais il est aussi la porte d'entrée des essaims des criquets pèlerins en provenance de la région centrale telle que le Soudan,
l'Éthiopie, l'Érythrée, etc. Ces véhicules vont être utilisés conformément aux termes du protocole d'accord que nous venons de signer. Réceptionnant les véhicules, le directeur de l'Agence nationale de lutte anti-acrédienne Adou Mamatoli rassure ses partenaires qu'il mettra tout en œuvre pour respecter les clauses du protocole d'accord. Lancement ce matin des activités du projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs judiciaires au Tchad, en abrégé PARCA-JUT. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimé Arabi, qui a présidé cette cérémonie. Les détails avec Omar Ibrahim. Dans les soucis de rendre l'appareil judiciaire plus efficace, un nouveau projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs judiciaires, une initiative de l'École nationale de formation judiciaire en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique vient de voir le jour. Le PARCA-JUT a pour objectif l'amélioration de la transparence des services judiciaires. Selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce projet s'inscrit dans le cadre des réformes judiciaires enclenchées en 2005 lors des États généraux de la justice. Le Tchad doit faire face à de nombreux défis très importants en matière de développement qui ne peuvent exister sans un véritable état de droit, dont l'édification obéit à un certain nombre de critères et contraintes parmi lesquelles la volonté politique des gouvernants à bâtir un environnement de sécurité juridique et judiciaire adéquat et utile pour le bien-être de nos populations. Pour la diplomate américaine chargée d'affaires Jessica Davis-Ba, les États-Unis d'Amérique, en tant que partenaires et amis, ne cessent d'apporter toujours leur contribution pour le bien-être des populations. Une visite guidée dans les différents services de l'École nationale de formation judiciaire ENFJ a mis terme à cette cérémonie. Le ministère de la Justice a chargé des droits humains en partenariat avec le bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme organise un atelier de formation des membres du comité interministériel chargé du suivi des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. La dite formation est axée sur les techniques de rédaction des rapports sur les droits économiques, sociaux et culturels. Reportage Mohamed Tasseïd Abakar. 3 jours durant, les participants venus des différents départements ministériels renforceront leurs capacités sur les techniques d'élaboration du rapport périodique relatif au pacte international des droits économiques, sociaux et culturels au Tchad. Ceci permettra au gouvernement de déposer les rapports périodiques à temps. Je voudrais avant tout propos féliciter vivement le gouvernement du Tchad pour la présentation des 2 rapports périodiques aux mécanismes régionaux et internationaux. Nous profitons donc de cette opportunité pour renouveler notre vœu ardent de voir le comité interministériel en charge de la rédaction des rapports et de suivi des recommandations être réformé avec un secrétariat permanent fonctionnel. Le directeur général du ministère de la Justice a quant à lui exhorté les participants à suivre avec intérêt cette formation afin de permettre au pays de rattraper le retard dans ce domaine. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance et l'intérêt que le gouvernement et ses partenaires apportent au présent atelier, car des travaux de ces assises dépendront la pertinence et la fiabilité du rapport que vous aurez à élaborer dans les prochains jours. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, faut-il le rappeler, impose aux États parties l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme. Célébration aujourd'hui de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par 197 États dont le Tchad, un accord qui permet de protéger les droits des enfants de par le monde. Cette journée a été célébrée dans la capitale à la Maison de la Femme et a été présidée par le directeur général adjoint du ministère de la Femme, Abdoul Keoul. Cette mobilisation générale témoigne de l'engagement du gouvernement et celui de l'UNICEF à agir pour les causes des enfants, agir en menant des actions devant susciter l'intérêt des enfants, des adolescents et des jeunes. Aussi, cette journée constitue une occasion pour inciter les pouvoirs publics à formaliser l'application intégrale des instruments juridiques relatifs aux droits des enfants.
Au cours des 30 ans d'existence de la Convention, la vie de millions d'enfants a été améliorée grâce à son application et à la réalisation progressive des droits de l'enfant énoncés dans la Convention. Droit à la survie, à l'éducation, à la participation, à la protection contre l'exploitation et la protection en temps de guerre, pour n'en citer que quelques-uns. Au Tchad, malgré les efforts fournis dans le domaine de la protection, ainsi que celui des droits de l'enfant, le chantier reste vaste. Le Tchad s'engage à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi il adhère aux différents protocoles facultatifs. Le protocole facultatif à propos de la vente des enfants. Le protocole facultatif à propos de l'implication des enfants dans les conflits armés. Pour marquer cette bonne volonté, le gouvernement du Tchad s'est résolument engagé à traduire dans les faits cette convention en élaborant et adoptant des textes législatifs et administratifs en faveur de l'enfant. Pour joindre l'utile à l'agréable, un sketch est présenté par le groupe théâtral Hadroudouyan, une prestation qui a mis en exergue les difficultés que rencontrent au quotidien les enfants, notamment la non-scolarisation des enfants à l'école. Il n'a même pas l'amour pour cet enfant. Le premier droit, c'est d'avoir l'amour pour son enfant. La Journée internationale des droits de l'enfant a été également célébrée à Ati dans le Bata. La cérémonie qui s'est déroulée à l'école catholique Saint-Xavier a été présidée par le préfet du Bata-Ouest, Fatime Boukar Kossé. Mamat Tayer Dewinalour. Journée mondiale des droits de l'enfant, une occasion d'offrir aux enfants un espace d'expression, d'information et de loisirs. C'est ce qui a été fait ce jour ici à Ati, à l'école catholique associée Saint-François-Xavier. La commémoration de cette journée a débuté par l'exécution de l'hymne national. Les enfants se sont ensuite rivalisés d'ardeur en démontrant leur talent en matière de chant, de récitation et de l'art oratoire. Par la même occasion, ils ont présenté une motion de recommandation. Demandons le respect des droits à la vie, la protection, l'éducation, l'expression, loisirs, l'information, l'acte de naissance. Pour le directeur de l'école catholique Saint-François-Xavier d'Ati, son école poursuit les mêmes objectifs que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La Convention internationale des droits des enfants prévoit que tous les enfants, sans distinction de sexe, leur classe sociale, leur rang familial, leur religion, aucun enfant ne doit être traité injustement. Instituée depuis novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale des droits de l'enfant est une occasion de renforcer les capacités des principaux acteurs et du grand public sur les droits des enfants et leur protection. Dans la province de l'Enedi-Est, c'est le secrétaire général de la province, Adamou Oumarou, qui a rencontré les représentants des organisations opérant dans la province avec eux. Adamou Oumarou a parlé de leurs activités. À l'issue de la rencontre, il a demandé aux ONG de beaucoup communiquer autour de leurs activités. Hassan Lamé. La province de l'Enedi-Est abrite plusieurs ONG et des agences des systèmes des Nations Unies. Ces humanitaires interviennent dans divers domaines. Alors qu'on approche la fin de l'année, les autorités administratives provinciales déclarent qu'elles n'ont reçu aucun rapport de leur activité. Si l'on s'en tient aux explications fournies par le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Adamou Oumarou, des marchés de construction des infrastructures sont attribués et réceptionnés. La formation des enseignants contractuels et des recrutements effectués à l'insu de l'administration. Or, selon le décret 154 du 13 mars 2001, l'administration a la mission de contrôler et de coordonner toutes les activités dans sa circonscription. Lors des échanges, les différents intervenants ont reconnu ces insuffisances. Eu égard à ce manque d'informations, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est a pris quelques dispositions utiles à la bonne coordination des activités. Nous demandons à chacun de vous de nous déposer le bilan des activités réalisées sur le terrain. Il sera mis sur pied
un bureau de coordination de mouvement des ONG implanté à Amdiaras. Il est institué à partir d'aujourd'hui une réunion mensuelle de coordination des activités de ces ONG et enfin, toute manifestation d'intérêt fera l'objet de diffusion sur les antennes de la station provinciale de l'ONAMA d'Amdiaras et sera affichée dans les lieux publics. Pour le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Adamou Oumarou, l'administration doit pleinement assumer sa mission. Le ministère de l'économie et de la planification du développement, en partenariat avec le Fonds international de développement agricole FIDA, organise un atelier des parties prenantes à la préparation du programme d'options stratégiques 2020-2025 du FIDA au Tchad. On en sait plus avec Thomas Ousmane Djali. Assurer une préparation participative du nouveau document d'options stratégiques pour le programme pays COSOP 2020-2025 et son appropriation pour les parties prenantes, discuter et convenir des objectifs stratégiques et des arrangements à considérer pour sa mise en œuvre, tels sont les objectifs fixés par le Fonds international de développement agricole FIDA, une institution financière internationale spécialisée dans le financement de l'agriculture familiale. La tenue de cet atelier s'inscrit dans la poursuite de l'accomplissement de sa mission, qui est celle de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'au renforcement de résilience des vulnérables ruraux. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement, au nom du gouvernement tchadien, le FIDA qui n'a cessé d'être aux côtés de notre pays depuis plus de 2 décennies dans le cadre de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Un partenariat qui a permis le financement de 9 projets. Le directeur pays du FIDA situe le rôle combien de fois important de ce programme d'options stratégiques 2020-2025 dans la réalisation des objectifs de développement durable entendus ODD. Lors des travaux, nous avons eu à parler du cadre stratégique du FIDA, mais s'agissant du pays, nous avons dit que c'était le plan national de développement qui balisait la voie. Je sais que nous avons discuté à un moment donné, il ressortait clairement que vous souhaitez qu'on travaille dans le sens du développement des filières, dans des approches de type pôle de développement, et également de travailler dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. À l'entame des travaux, des directives civiques ont été dressées pour la réussite de cet atelier. Des séances d'échange interactifs en plénière et en travaux conduites meubleront ces assises pour une durée de 2 jours. Le Conseil des chargeurs du Tchad, COP-Tchad, organise depuis ce matin un séminaire sur les Incoterms 2020. 2 thèmes à l'ordre du jour de ce séminaire, achat et vente à l'international, les Incoterms 2020, et gestion et financement des projets. Les précisions avec Christelle Garlemdala. Une nouvelle règle et des innovations au 1er janvier 2020. Il s'agit de l'international commercial terme, en abrégé Incoterms. Autrement dit, des règles utilisées dans le commerce au niveau national et international, publiées par la Chambre de commerce internationale afin de faciliter les échanges à l'échelle mondiale. C'est dans cet ordre que le présent séminaire se tient sous les thèmes achat et vente à l'international, les Incoterms 2020 et gestion et financement des projets. L'objectif étant d'outiller les participants à la maîtrise des fondamentaux des Incoterms 2020 pour réussir leurs activités à l'international. Au niveau mondial, ces Incoterms faisaient l'objet d'une révision toutes les décennies. Le hasard a fait que c'est par N'Djamena que les nouveaux Incoterms qui viennent d'être validés et lancés au niveau mondial le 24 octobre à Dakar, que ces Incoterms 2020 donc, soient revisités en terre tchadienne pour la première fois en Afrique. Quand on parle d'Incoterms, c'est des outils de facilitation, comme vous le savez, qui accompagnent le contrat de vente international.
Le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Moustapha Nour, et le représentant du président du patronat, Mahamat Saleh Doukouri, ont tour à tour indiqué que la formation des participants permettra de remettre à niveau leurs connaissances à la maîtrise des risques, à éviter les incertitudes, ainsi qu'à faciliter une logistique et un transport fluide. Raison pour laquelle le directeur général du ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement appuie cette initiative. Au-delà du caractère à la fois académique et professionnel du séminaire qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit pour les opérateurs économiques tchadiens d'envisager le cancer des échanges mondiaux avec une meilleure maîtrise des contraintes qui s'y rattachent, et ce grâce, entre autres, à la mise en place des mécanismes de facilitation que constituent les incoterms. La nouvelle version des Incoterms 2020 intègre la notion de transport pour compte propre, ou plus simplement le fait pour un vendeur ou un acheteur d'utiliser ses propres moyens de transport pour acheminer ses marchandises sans faire appel à un professionnel du transport. Une autre rencontre, celle du partage du savoir et validation du système monitoring du projet d'appui au district sanitaire, s'est ouverte hier matin. Objectif, disséminer les résultats de l'étude de phase 1 et 2. Reportage Wakta Rose. Contribuer à une meilleure gouvernance du système sanitaire afin d'améliorer la qualité des services de la santé maternelle infantile, la couverture sanitaire universelle et la prévention des épidémies, tel est l'objectif assigné à cet atelier. Durant 2 jours, les participants vont disséminer les résultats de l'étude de la phase 1 et 2. Fixer les valeurs de base et des cibles des indicateurs de la phase 2 et favoriser la coordination intersectorielle et inter-ONG. L'objectif de cette assise était de partager les résultats de notre programme, le programme d'appui au district sanitaire, de partager à la fois les résultats de la phase 1 qui s'est déroulée entre l'année 2014 et la fin de l'année 2018 et de partager également ce qu'on appelle les résultats de l'enquête de base de la phase 2 qui a commencé au 1er novembre 2018. Cette phase a commencé pour 4 ans également. Donc l'idée, c'était effectivement de partager ces résultats, de communiquer à la fois aux acteurs de mise en œuvre, aux partenaires techniques et financiers, et puis de faire connaître également notre projet. Voilà. Selon le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, la stratégie de la coopération suisse au Tchad s'inscrit dans les orientations de PND 2017-2021. Donc à ce titre, les 3 instruments de politique sont utilisés pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc à savoir l'aide humanitaire, la politique de paix, la sécurité humaine et la coopération au développement. Donc ces derniers permettant la mise en œuvre du PADS et au sein du domaine citoyenneté, paix et prévention de la violence. Pour rappel, le programme d'appui au district sanitaire concerne 1,5 million de personnes réparties dans les provinces du Bata et du Moyen-Chari. Et puis il s'est tenu un atelier de prévalidation du guide pratique à l'usage des praticiens sur la gestion sûre et ordonnée des flux de transhumance et les échanges d'informations transfrontaliers. Nédion Patricia nous en parle. Pour prévenir les conflits entre les communautés agro-pastorales, les autorités traditionnelles et administratives, les ONG locales, les agences des Nations Unies se sont réunis autour de cette table pour discuter des voies et moyens devant conduire à la rédaction d'un document de prévalidation du guide pratique à l'usage des personnes ressources. Cela afin de renforcer le dialogue et la paix au niveau communautaire, gage du bon vivre entre les 2 pays frères. Le résultat 3 de ce projet, la gestion des frontières, est améliorée et le dialogue autour de la transhumance entre les 2 pays, le Tchad et la Centrafrique, répond aux difficultés engendrées par le dialogue qui semble être un peu faible sur le plan institutionnel et politique relatif aux questions de transhumance. Pour le représentant intérimaire de l'Organisation internationale pour les migrants au Tchad, Daniel Febey, cet atelier est une preuve éloquente de l'attachement du gouvernement et ses partenaires, en l'occurrence l'OIM, au secteur de l'élevage et la transhumance. Bon à savoir
Ce projet de restauration de la paix et du dialogue des communautés affectées par la transhumance transfrontalière est un projet transfrontalier financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants au Tchad. Parlons à présent de la formation des formateurs en matière de préparation et de réponse aux urgences au Tchad, une initiative de la coordination des affaires humanitaires au Tchad et qui vise à outiller 30 formateurs sur le sujet. Moussa Mboudou Abdoulaye. Le Tchad fait face à des risques multiples liés aux effets du changement climatique. Ces phénomènes entraînent des conséquences dramatiques sur l'écosystème et partant la vie des êtres vivants. Conscient de ces menaces, le système des Nations Unies et le gouvernement forment une trentaine de formateurs issus de l'administration centrale de la province du lac du Logone oriental et les ONG œuvrant dans le pays. Et c'est pour mettre en place un pool de communautés humanitaires afin d'améliorer la préparation et la réponse aux urgences éventuelles. En apportant immédiatement les besoins de première nécessité aux populations sinistrées. Conscient des menaces qui représentent ces risques pour le pays et avec l'ambition de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030, pour le ministère de l'administration du territoire, cette formation vient à point nommé. La tenue du présent atelier est l'illustration de la parfaite collaboration entre le gouvernement tchadien et les agents du système des Nations Unies, la préparation et la réponse des urgences, le plan national des contingents multirisques du Tchad, ainsi dans le plan national de développement 2017-2021, le Tchad que nous voulons. Hamid Gerdi Moukou exhorte les participants à l'assiduité pour une meilleure réponse aux urgences éventuelles. Le secrétaire permanent des organisations non gouvernementales et des affaires humanitaires de la direction du ministère de l'économie et de la planification du développement, Dimessou Dimadji, poursuit sa tournée à l'intérieur du pays, plus précisément dans la province du lac. Toba Robert nous en parle. Vous instruirez les services de s'assurer que les ONG qui opèrent sont celles qui sont reconnues au niveau du ministère du Plan. Merci. L'instrument juridique portant réorganisation et la gestion des ONG nationales fixe certaines modalités de création et de fonctionnement de toute organisation non gouvernementale. Les 71 ONG nationales intervenant sur l'ensemble du pays sont appelées à œuvrer pour le développement socio-économique. Les documents mis à la disposition des différentes provinces permettent aux autorités administratives de suivre les actions que mènent ces acteurs humanitaires. Désormais, le cadre est tracé. Les ONG nationales doivent intervenir en fonction des besoins de la population. Le gouverneur de la province du lac salue cette initiative du ministère de l'économie et de la planification du développement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ONG qui viennent au nord du Tchad, qui bénéficient des subventions au nom de la population tchadienne. Moi, je pense que cette mission, c'est une mission qui vient à point nommé. C'est une mission qui permet de trier les ONG, tamiser les ONG qui sont là, et également vérifier sur le terrain les réalisations qui sont faites. Adam Nouki Charfadi met en outre un accent sur le recrutement des compétences au niveau local. Avec les acteurs humanitaires intervenant dans le département de Mandi, le secrétaire permanent des organisations non gouvernementales et des affaires humanitaires les invite au respect de cette feuille de route mise à leur disposition. Pour les politiques à présent, le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mandoul dispose désormais d'un siège lieu de rencontre des militantes et militants du parti. Il est l'œuvre de Madidjian Padjarut, secrétaire général, première adjointe du MPS et fille de la localité. La cérémonie de réception de ce bâtiment a vu la présence de plusieurs militants. Varela Djé sur place, son reportage. Ce bâtiment est l'œuvre de la secrétaire générale première adjointe du mouvement patriotique du salut, Madidjian Padjarut. Construit sur une superficie de 160 mètres carrés, ce siège devra désormais abriter le conseil provincial du MPS du Mandoul. Le siège du conseil provincial du MPS du Mandoul comprend plusieurs pièces.
ce qui m'a motivé et que j'ai décidé de construire ce bâtiment. J'étais appelé à N'Djamena comme secrétaire général à un intervalle de 3 mois, 5 ou 6 appels téléphoniques. Vous n'êtes pas capable de payer le loyer, libérer le bâtiment, effacer vos emblèmes. Il paraît que vous êtes... C'est comme ça que je l'ai fait. Ce n'est pas pour moi. Je l'ai fait. C'est pour le parti. Je l'ai fait aussi, c'est pour nous tous, les filles et les fils du Mandoul. Un geste qui réjouit à plus d'un titre. L'heure est à la détermination pour mener à bon port les activités politiques dans la province. Le siège du MPS flambant neuf mérite des applaudissements nourris. Il est l'initiative de la camarade Madidia Padjarit, secrétaire général primordial du MPS. Nous lui disons merci. Le siège provincial du MPS sert dès à présent le lieu de rencontre, celui des prises de décision et d'orientation des militants pour la vie du parti MPS sur toute l'étendue de la province du Mandoul. Et puis sous le leadership de maître Jean-Bernard Padaré, membre du bureau politique national du MPS, les militants du bureau de soutien au MPS du village guibanais dans le département du Lac-Léré ont organisé une cérémonie de relance des activités. Alim Brahim Soliman. Réunis autour de Jean-Bernard Padaré, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, conscient du développement du département des Lacs-Léré, ces militants, par le biais de leurs représentants, formulent quelques doléances. Très ravi de cette initiative, le secrétaire national chargé des groupements socio-professionnels du mouvement patriotique du salut, membre du bureau politique national Jean-Bernard Padaré, encourage les militants à maintenir cet élan de solidarité. La politique, c'est de savoir qui peut mieux faire pour mon village, qui peut mieux faire pour ma ville, qui peut mieux faire pour mon département, qui peut mieux faire pour ma province, qui peut mieux faire pour mon pays. Si nous avons choisi d'adhérer au MPS, de suivre le président Idriss Déby Itno, ce n'est pas pour vous faire changer de religion. C'est parce qu'il a une politique puissante, une politique qui intègre, qui prend en compte toutes les difficultés de nos pays, de notre pays, de nos villages, de nos communes, de nos départements et de nos provinces. C'est dans un climat de convivialité que les militants du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut du village guébanais ainsi que les ressortissants du département du Lac-Léré se sont séparés. Le nouveau préfet d'Iriba, Ibrahim Tahir Sharfadine, a officiellement pris service. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province de Ouadifira, Issaka Amat Arja. Mahmoud Saleh Anour. Nommé par le décret numéro 1763 du 31 octobre 2019, le nouveau préfet du département d'Iriba, Ibrahim Tahir Sharfadine, est installé officiellement à ses nouvelles fonctions. Il remplace à ses postes Baraddine Tahir Saleh. Ce dernier a dans son intervention présenté brièvement le département d'Iriba en mettant l'accent sur les réalisations faites sans passer outre les difficultés que fait face le département. Installant le nouveau préfet d'Iriba, le gouverneur de la province de Ouadifira, Issaka Ahmad Erdia, a remercié le préfet sortant. Il demande par contre au préfet entrant à mettre en pratique ses expériences pour parachever les œuvres entreprises par son prédécesseur et pour l'intérêt suprême de la population d'Iriba. Le gouverneur a par ailleurs insisté sur la nécessité de recouvrement de recettes de l'État et la lutte contre la déperdition de recettes. Le préfet entrant remercie les plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance. Le préfet mesure par ailleurs la tâche qui lui est dévolue. Toutefois, il compte sur l'appui de tous pour la réussite de sa mission.
La Fondation Grand Cœur dépose ses valises sanitaires à Mondou, chef-lieu de la province du Logone occidental, pour 7 jours. Une caravane chirurgicale au cours de laquelle des adultes, mais aussi des enfants ayant des malformations congénitales se feront opérer. Caroline Nodilar. Cette caravane organisée par la Fondation Grand Cœur en partenariat avec l'ONG américaine Smile Train a pour objectif d'opérer 100 patients, enfants et adultes souffrant de cette maladie stigmatisante appelée bec de lièvre. C'est une équipe de 8 médecins et chirurgiens tchadiens venus de N'Djamena qui aura pendant une semaine à réaliser cette mission de la Fondation Grand Cœur. Selon le délégué provincial sanitaire du Logone occidental, la fente labiale est une déchirure de la lèvre supérieure qui, dans un passé récent, ne s'opère qu'en Europe, mais qu'aujourd'hui, les fils du Tchad la pratiquent également avec qualité. Pour le chef de mission, Dr Olivier Ngaringem, chirurgien pédiatre, cette caravane chirurgicale organisée par la Fondation Grand Cœur va redonner le sourire à tous ces patients qui souffraient de cette malformation congénitale. Président à la cérémonie de lancement officielle, le préfet du département de Lakwe Youssouf Oumar Bahar a indiqué que cette opération entre dans la droite ligne de la politique prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno, marraine de la Fondation Grand Cœur qui fait de la lutte contre la maladie de bec de lièvre son cheval de bataille. À noter que 13 patients ont été opérés au premier jour de l'opération. Une délégation du ministère de l'élevage et des productions animales a lancé ce matin la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Partie pour 10 jours, la campagne du Salamat fait suite à celle du Bata. Et la cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, Mahamat Abdelbanat. Officiel a eu lieu au marché des bétail de la ville d'Amtiman en présence des autorités civiles, militaires, chefs traditionnels et des éleveurs venus de plusieurs localités. Lors de son intervention, le délégué de l'élevage et des productions animales de la province du Salamat, Mahamat Bishara, a précisé que le Salamat étant une zone de concentration des mouvements de troupeaux, mérite un suivi vaccinal, sérologique et épidémiologique. C'est dans ce cadre que le ministère de l'élevage et des productions animales et ses partenaires, à savoir la Banque mondiale et la FAO, interviennent en faveur des provinces frappées par le phénomène des retournées dont les Salamat figurent en bonne place. Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général de la province du Salamat, Makmara, a déclaré que la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des pigeons tuent les animaux en grand nombre au Tchad, brisant l'espoir de plusieurs familles. Face à la destruction à grande échelle du cheptel tchadien, le président de la République, Idriss Déby Itno, a décidé d'arrêter cette hémorragie économique en vaccinant systématiquement tous les animaux. À la fin de la cérémonie, le secrétaire général de la province du Salamat a vacciné quelques animaux pour donner le coup d'envoi de cette campagne de vaccination. Restons dans la province du Salamat avec le débordement du bar Aouk. Ce cours d'eau est sorti de son lit et a provoqué une inondation dans la sous-préfecture de Daha. Précision, Mamad Suleiman. Bar Aouk du Salamat déborde et provoque une inondation à la sous-préfecture de Daha. Même scénario que les bars Lignan. Toute la ville de Daha est dans l'eau. Conséquence, la population se trouve sans abri. 85 boutiques et 29 dépôts de marchandises ainsi que 952 hectares de cultures de contre-saison sont totalement détruits. Bref, les dégâts sont énormes. Ce n'est pas tout. Des cas de mort, dont un enfant de 7 ans, ont été enregistrés. Comme les malheurs ne viennent jamais seuls, les agents sanitaires constatent plusieurs pathologies. La plus dominante est le paludisme. Pour l'instant, les agents de la Croix-Rouge locale sont à pied d'œuvre pour sauver les sinistrés. Cette inondation a épargné personne. Même le camp militaire a été touché. Les éléments de forces de défense et de sécurité ont été délocalisés et logés dans une école située un peu loin de ces désastres. Le représentant des cantons d'Oudaï, Yahya Mahamad, lance un cri d'alarme à l'endroit de la population tchadienne afin de voler au secours des sinistrés. Nous sommes en difficulté. Nous avons besoin d'aide. On dirait nous sommes oubliés. Le président de la Chambre de commerce de Daha
Abdelkouran Mohamed, informe que les pertes matérielles sont considérables. Des sacs de sucre et de farine sont inondés. Pour l'instant, on essaie où mettre les marchandises. Il ne reste que ces 2 boutiques que vous voyez. De son côté, les responsables du centre de santé de la sous-préfecture de Daha lancent un vibrant appel. Nous lançons un appel. Nous lançons un appel aux autorités du département d'Aras-Mangan et celles de la province du Salamat et en particulier du gouvernement, aux partenaires et aux porteurs de bonne volonté et en particulier à la fondation Grand Cœur de voler en urgence au secours de cette population victime d'inondations. Selon les commerçants, cette inondation a provoqué aussi une pénurie des produits de première nécessité. Signature d'un protocole d'accord de partenariat entre Tourisme sans frontières et l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts cet après-midi. Tourisme sans frontières a été représenté par son président Dumoulin Marc et longtemps par son coordonnateur général Abakar Rosi Teguil. Reportage Mariam Hassanissen. L'avenir du tourisme tchadien est en pleine expansion. Le Tchad, qui a pris part au Salon international de tourisme et de l'économie solidaire au Parc Expo de Colmar en France, vient de signer un protocole d'accord de partenariat avec Tourisme sans frontières. Une preuve, s'il en est besoin, que le sentier de l'émergence de ces secteurs prend de plus en plus corps. Le Salon de Colmar a donc permis de jeter les jalons d'un accord de partenariat avec Tourisme sans frontières, articulé autour de la promotion des sites touristiques du Tchad, appuyé d'accompagnement technique et de la mise à niveau des ressources humaines disponibles. L'élaboration d'une stratégie de structuration et de qualification de l'offre touristique du Tchad, débouchant sur la rédaction d'un document de présentation de la stratégie nationale de développement du tourisme. L'accompagnement, l'organisation, la sensibilisation et la professionnalisation de l'ensemble des acteurs du tourisme, de l'artisanat et des arts. Coup d'essai, coup de maître. Le Tchad s'est révélé être une destination très crédible, disposant des potentiels touristiques sans pareil en Afrique. Impressionné de voir le Tchad représenté valablement à un salon international de grandes envergures et après leur séjour qui leur a permis de découvrir quelques sites touristiques, Tourisme sans frontières en est venu à la signature de cet accord. Cet accord de partenariat avec Tourisme sans frontières vient à point nommé pour faire du Tchad une nouvelle destination. Dans le cadre des activités du mois du livre et de la lecture édition 2019, l'Organisation des Amis de la Pensée et de la Paix, en collaboration avec le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, organise un colloque. La cérémonie s'est déroulée au Musée national en présence de la directrice générale adjointe de cette institution, Abdelhadi Mahadsali Babayaro. Les problématiques de l'écriture au Tchad, les défis de la réalité et les perspectives. C'est le thème choisi à ces colloques organisés par l'Organisation des Amis de la Pensée et de la Paix à l'occasion de la 3e édition du mois du livre. Au cours de ces échanges, les panélistes ont tour à tour expliqué aux participants l'importance de ces mois. Pour ces derniers, ce mois des livres est une opportunité pour les lecteurs de pouvoir s'intéresser à la lecture afin de mieux se cultiver. Occasion aussi pour la directrice générale adjointe du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Khazine Djibrine Oumar, et le conseiller chargé de l'enseignement supérieur à la présidence de la République, Dr Hissène Massar Hissène, salue l'initiative de l'Organisation des Amis de la Pensée et de la Paix. Pour eux, l'institution du mois du livre et de la lecture établie en 2017 traduit la volonté du gouvernement de la République du Tchad et plus particulièrement du ministère en charge de la culture et des partenaires d'offrir aux jeunes Tchadiens l'opportunité de se familiariser avec les livres et la lecture et de valoriser l'écriture et la production littéraire tchadienne à l'échelle nationale et internationale.
Le révérend pasteur Issa Antoine a fait hier matin un point de presse relatif au concept concert du cœur en faveur des orphelins. Objectif, voler au secours de cette couche vulnérable. Nous l'écoutons. Nous sommes ici pour parler d'un concert appelé Concert du cœur. Le concept est né simplement que nous avions pensé que, comme d'habitude, il fallait s'attendre toujours à des interventions extérieures, des organisations qui viennent d'ailleurs et qui sont toujours là pour aider les populations locales, alors que sur place, il y a des potentialités, il y a des possibilités de pouvoir faire, même si c'est un peu de choses, mais néanmoins montrer que l'on a à cœur de faire quelque chose. Nous avions fait un concert pour les aveugles, les associations des aveugles. Ceci était tombé dans un moment où il y avait la crise économique qui sévissait et ces associations se voyaient dans leur budget annuel très très réduit. Et cette action spontanée a pourvu à tant de besoins parce que ça a permis que ce qui était réduit donc des bailleurs soit compensé et cela a énormément aidé. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas pérenniser le concept pour aider encore d'autres couches sociales. C'est pour cela que le concert du cœur va être institué et va accompagner l'œuvre donc de l'Église locale. Quand nous parlons de l'Église, nous voulons dire l'Église en général, mais pourquoi pas aussi les mosquées. Nous sommes tous là pour pouvoir aider les populations. Et si nous prêchons Dieu, ce Dieu-là, il est un Dieu de compassion, il est un Dieu de bonté, il est un Dieu qui vient au secours de ceux qui sont démunis. Et donc nous ne pourrions pas seulement leur prêcher la parole de Dieu, nous ne pourrons pas seulement leur dire Dieu est bon, Dieu est merveilleux, si nous qui sommes créés à la ressemblance de Dieu, nous ne montrons pas la bonté de Dieu. Les activités marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed se poursuivent hier. 3 mosquées de la ville de N'Djamena ont célébré avec faste et ferveur l'événement. La mouture de cette différente célébration avec Mahamat Oumar Morsal. Mosquée Al-Shuhada dans la commune du 2e arrondissement est pleine du monde. Cette forte mobilisation des fidèles musulmans de la ville de N'Djamena marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut soit sur lui. Les fidèles ont démontré leur attachement et amour au prophète. Des louanges mettant en valeur la vie et les œuvres du prophète Mohammed ont marqué cette cérémonie. Le président du comité d'organisation Idriss Makin et le vice-président de la confrérie Tidjania Al-Khali, Khalil Oumar, remercient le président de la République Idriss Déby Itno et tous ceux qui ont soutenu matériellement et financièrement. Dans la commune du 9e arrondissement, la fête de Maouloud a été célébrée à l'école coranique Namira Nour al-Islam Nako Barkay. À l'instar des autres fidèles musulmans du pays, ceux de la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena ne restent pas en marge de la célébration du Maouloud, une fête qui honore la naissance du prophète Mohammed. À cet effet, hommes, femmes, jeunes et enfants ont marqué de leur présence cette cérémonie. Profitant bien de cet instant de communion et de spiritualité, l'imam de la mosquée de Toukra, Cheikh Mohamed Khala, martèle que la naissance du prophète Mohammed est une bénédiction pour l'humanité et il exhorte par ailleurs l'assistance d'inculquer les valeurs fondamentales de l'islam qui sont l'amour, la paix, la tolérance et l'amour du prophète à leurs enfants. Dans la même lancée, le représentant du Conseil supérieur islamique, Cheikh Al-Khali Khalil Omar, quant à lui, indique que le retour au fondement de l'islam et la maîtrise du livre saint sont un impératif pour que la paix et l'harmonie règnent au sein des communautés du Tchad.
Sachez également que l'Association des anciens étudiants du Maroc est en formation pour la bonne marche de leur association. Les détails avec Madissem Anastasie Bissi. Il s'agit à ces assises d'outiller les conseillers de la Chambre des comptes de la Cour suprême des techniques liées à la communication interpersonnelle et à la déontologie. Ceci pour les amener à mieux entretenir les relations entre collègues et respecter les principes du métier. Cette rencontre devrait à terme permettre aux participants d'exercer avec plus d'efficacité et professionnalisme. La présidente de la Chambre des comptes espère déjà que c'est un plus pour son institution pour lutter contre la corruption et respecter le secret professionnel. L'organisation de cette formation renforcera certes nos capacités en matière des outils de communication et nous rappellera également l'application stricte des règles et principes éthiques et déontologiques sur lesquels repose notre métier d'auditeur. Mais notre souhait primordial est de les appliquer dans l'exercice de nos fonctions. Le président de l'Association des anciens lauréats tchadiens et amis du Maroc de préciser que la communication est un art et chaque cadre doit se familiariser avec les techniques appropriées pour mener à bien sa mission. Ibrahim Moussa Youssouf souligne que son association est créée en 1992 et compte actuellement 3000 lauréats et stagiaires. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur l'Association des anciens étudiants tchadiens du Maroc. En sport, sachez que le club AS Coton Tchad a un nouveau bureau. C'était hier au cours d'une assemblée générale élective. Suivez. Face à la crise économique qui frappe le pays et surtout avec le retrait de son sponsor officiel, l'association sportive AS Coton Tchad développe des stratégies pour se donner un nouveau souffle à travers cette assemblée générale extraordinaire. Pour le président du Présidium, Hassan Sila Bakari, sympathisant de l'équipe, cette rencontre permettra à AS Coton Tchad de redorer son blason. Au cours de ces assises, les participants ont apporté quelques amendements. Entre autres, la désignation d'un président d'honneur, le retrait du nom du sponsor sur le logo ou encore la durée du mandat du comité exécutif qui passe de 3 à 4 ans. Le bureau sortant a failli, mais il y a eu des manquements. C'est vrai, ils ont apporté un résultat, mais quand même, il y a eu des manquements. Ça, nous le savons tous, mais ce n'est que des erreurs. Et nous allons, nous aussi, faire des efforts pour éviter de retomber encore dans ces erreurs. L'association sportive AS Coton Tchad, créée en 1972, a été successivement vice-champion ces 2 dernières saisons. Le nouveau comité exécutif du club AS Coton Tchad est composé de 18 membres et a pour président Diber Younous, secondé de Kérim Idriss Déby Idnou. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.